La siguiente ponencia se titula Traducción y traductores, prioridad del Centro Nacional del Libro. Tendremos de nuevo entonces aquí a Florabel Rouget, que ya nos introdujo un poco al fascinante mundo de la labor de este organismo en Francia. Ella ahondará hoy en aspectos especiales que tienen más relevancia para la práctica traductora. Florabel es jefe del Departamento de Creación del Centro Nacional del Libro, estudió letras modernas e inició su carrera como agregada de prensa en la editorial Actes Sud. Como les decía, vamos a dar inicio entonces a la ponencia que sigue y que está prevista en el programa, titulada Traducción y traductores, prioridad del Centro Nacional del Libro de Francia. Esta ponencia está a cargo de Florabel Rouget, que ya nos acompañó en la jornada inaugural de este coloquio ayer. Ella es el jefe del Departamento de Creación del Centro Nacional del Libro. Estudió letras modernas e inició su carrera como agregada de prensa en la editorial Actes Sud. En 1993 ingresó al CNL como encargada de la misión para los intercambios internacionales, en particular de las Villes étrangères, y la invitación a los escritores extranjeros a la Feria del Libro de París. Luego trabajó como responsable de la Oficina de Autores. La Oficina de Creación del CNL maneja las ayudas a autores, traductores, editores y revistas. Muchísimas gracias, Florabel. Buenos días. Voilà, comme hier. ¿Cómo está? ¿Está bien? Perfecto. Alors, hier, je vous ai expliqué... C'est bon, là? Je vous ai expliqué hier les grandes lignes de... Vous m'entendez, là? Oui. Les grandes lignes de l'action du CNL, avec notamment les bourses aux traducteurs. Je vais revenir un petit peu sur les aides aux éditeurs, puisqu'elles concernent les projets de traduction et qu'elles ont un impact dans leurs conditions très directes sur la profession de traducteur et son statut. Donc, la traduction est devenue une priorité du CNL dans les années 90 parce que le président de l'époque était un traducteur. C'était une première. Donc, soutenir l'édition, donc la traduction, était une mission du CNL, mais ça a créé, je dirais, un effet d'aubaine et une sensibilité particulière, ce qui fait que nous avons développé des dispositifs en intégrant un souci qui était relativement nouveau, c'est-à-dire de travailler dans des conditions qui soient propices au développement d'une traduction de qualité et à l'installation d'une profession qui puisse en vivre. Donc, sur les deux systèmes d'aide qu'on a, qui sont l'aide, ce que j'appelle à l'intraduction, c'est-à-dire le soutien aux œuvres étrangères traduites en français, et à l'extraduction, c'est-à-dire le soutien aux œuvres françaises traduites à l'étranger, nous avons à chaque fois l'exigence d'un contrat, c'est-à-dire qu'un éditeur qui dépose une demande au CNL pour un projet de traduction doit avoir signé déjà un contrat avec le traducteur. Alors en France, vous le savez peut-être déjà, mais en France, les traducteurs sont payés en droit d'auteur. Ils sont considérés comme des auteurs et ils sont payés au feuillet, c'est-à-dire à la page. Au feuillet de 1500 signes. Avant que l'informatique ne prenne le dessus, le feuillet de 1500 signes, c'était 25 lignes de 60 signes. Maintenant, avec le comptage informatique, on peut sortir de cette règle-là, mais le principe reste à peu près le même. C'est-à-dire que non seulement
nous exigeons un contrat signé avant que la traduction soit terminée, mais nous exigeons pour le CNL un niveau minimum de rémunération. C'est-à-dire qu'un éditeur qui veut être soutenu pour la traduction doit payer son traducteur au moins 21 € le feuillet. Alors je suis désolée parce que je ne sais pas vous faire je sais pas convertir, je ne sais pas ce que ça fait. Donc 21 € le feuillet pour prétendre à une aide. Une fois qu'il remplit ces conditions, nous pouvons, si le projet de traduction est de qualité, parce qu'on n'aide pas tous les projets qui nous sont présentés, il peut obtenir 40 ou 60% des coûts de traduction qu'il a engagés. Nous n'aidons jamais à 100%, c'est un principe, mais nous pouvons aider jusqu'à 60%. L'aide est versée en 2 fois. La moitié à l'attribution de l'aide, c'est-à-dire que si la décision est favorable, nous versons la moitié de la subvention à l'éditeur, lequel a 2 ans pour publier cet ouvrage. Et pour verser le solde de l'aide, il doit nous fournir une attestation de paiement du traducteur, signée par le traducteur lui-même. C'est-à-dire que nous sommes très soucieux de vérifier que le contrat et les conditions de rémunération qui nous ont été données au moment du dossier sont bien respectées et que le traducteur a été payé. Alors, majoritairement, tout cela est respecté. Nous ne sommes pas à l'abri, parce qu'on le constate, de traducteurs qui acceptent de signer parfois des faux contrats, parce que l'éditeur leur met la pression, ou de traducteurs qui signent des attestations qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'ils ont perçu, toujours parce que le rapport de force n'est pas en leur faveur. Donc dans ces cas-là, on essaye d'intervenir. Après, on part aussi du principe qu'on ne peut pas materner tout le monde, et qu'un traducteur qui accepte de signer un contrat qui est un faux à son propre détriment, bon, au bout d'un moment, on ne peut pas faire grand-chose pour lui. Ce qui est important, c'est que dans la signature d'un contrat entre un traducteur et un éditeur, il en va de même qu'entre un auteur et un éditeur. Tout est une question de négociation. Il n'y a pas de barème officiel de tarifs. Il y a par contre des pratiques de tarifs, ce à quoi nous nous référons d'ailleurs, des pratiques de tarifs qui sont préconisées par l'Association des traducteurs littéraires, mais qui en aucun cas ne peuvent servir de barème officiel. Nous n'aurions pas le droit d'imposer des tarifs. Donc ce paiement au feuillet, il n'a pas de règle, quel que soit le genre littéraire. Il peut évidemment être différent en fonction de certains genres, comme la poésie, où parfois les traducteurs sont payés au vers, plus rarement au mot, ça n'arrive quasiment jamais, ou pour la bande dessinée, où on est obligé souvent de proposer des forfaits, puisque la transcription, alors il y a traduction, et ensuite il y a réécriture pour que ça rentre dans les bulles, ce qui est déjà typique de la bande dessinée. Donc, cette aide à l'intraduction, elle représente, sans lunettes, je ne vais pas y arriver, elles sont là, voilà. Donc, cette aide à l'intraduction, c'est-à-dire ouvrage étranger traduit en français, représente à peu près intraduction, à peu près 1000 demandes par an, et nous en aidons à peu près 600. Le tout pour un budget de 2,3 millions. C'est quelque chose d'extrêmement important dans l'ensemble de nos aides. Le CNL, depuis les années 90, a non seulement développé des dispositifs d'aide pour soutenir la traduction et les traducteurs, avec 2 axes. La qualité des traductions, donc les commissions sont d'une exigence extrême, c'est-à-dire qu'une traduction qui serait moyenne ne sera pas aidée. On considère que l'éditeur, de toute façon, qui s'engage dans un projet de publication, doit le mener à bien sans l'aide publique. Si l'aide publique vient, c'est en plus, et ça sous-entend une qualité particulièrement aboutie. Et le deuxième axe, c'est le respect des conditions de travail du traducteur. Bon, là, il se trouve qu'on parle des traducteurs, mais c'est pareil pour les auteurs. On aura les mêmes exigences, un contrat, des conditions respectées, etc. Donc,
Sur le deuxième volet de soutien, qui est assez... Non, pour continuer sur l'introduction, pardon, tout ce dispositif et tout ce développement de soutien à la traduction est allé à l'époque avec la création de manifestations dédiées aux littératures étrangères. Nous avions créé en 87 un ensemble de rencontres qui s'appelait les Belles étrangères, qui constituait à inviter 2 fois par an une quinzaine d'écrivains d'un pays étranger. La Colombie d'ailleurs a été invitée en 2012, avec à la clé le souhait d'inciter à la traduction de nouvelles œuvres. Donc on a été amené parfois à emmener des éditeurs sur place pour essayer de leur faire découvrir des nouveaux auteurs et de leur permettre ensuite des conditions particulières, donc des pourcentages parfois un peu plus élevés de soutien pour vraiment inciter à ce que de nouvelles œuvres soient traduites et qu'elles le soient dans des conditions qui respectent toujours le statut du traducteur. Donc ce taux de 21 € le feuillet est un petit peu au-dessus de la moyenne française. Hein, on ne peut avoir que des moyennes constatées, bien sûr, hein, sur les contrats que nous recevons, parce que sinon il n'y a pas tous les contrats sont pas, je dirais, accessibles à tous. Il y a une relative omerta sur ce qui se signe entre un traducteur et un éditeur. Cela dit, l'Association des traducteurs littéraires français fait chaque année une enquête sur la rémunération, et c'est sur la base de ces évolutions et de ces enquêtes que nous fixons ce que nous estimons être un seuil minimum. On peut évidemment avoir des traductions payées beaucoup moins que ça et beaucoup plus que ça. Le principe général, c'est que plus le texte est difficile et plus la langue est rare, il y a aussi une loi du marché, hein. Moins il y a traducteurs de japonais, par exemple, plus ceux qui se sont investis dans la traduction du japonais, mieux ils vont être payés, évidemment. Hein. Les traducteurs d'anglais ont plus à faire à essayer de négocier des tarifs intéressants parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Ça, c'est un peu comme partout. Hein. Le deuxième dispositif est un dispositif d'extraduction, c'est-à-dire que nous prenons en charge des coûts de traduction d'un ouvrage français vers les langues étrangères. Donc, l'argent va à l'éditeur étranger. La demande se fait par l'intermédiaire de l'éditeur français à qui il a acheté les droits. Donc ça, on y tient beaucoup. Ce dispositif est fait pour favoriser la traduction d'ouvrages français à l'étranger, mais il est fait aussi pour créer de l'échange entre les éditeurs français et les éditeurs étrangers. C'est pourquoi nous n'acceptons pas une demande directe d'un éditeur étranger. Alors, il y a aussi une autre raison plus prosaïque, c'est que nous ne pourrions pas communiquer avec tous les éditeurs dans toutes les langues. On a aussi nos limites. Hein. Le Centre national du livre, c'est 60 personnes. Dans mon département, c'est 22 personnes. Même s'il y a des gens qui parlent plusieurs langues, on ne pourrait pas négocier, expliquer dans toutes les langues. Mais le plus important, c'est qu'on veut qu'il y ait achat de droits. Hein. On veut être dans le cadre de cet échange-là. Achat de droits en bonne et due forme et échange entre 2 partenaires éditeurs. Donc, ce type de dispositif s'appuie sur le même processus, c'est-à-dire examen de la qualité de la traduction et ensuite versement d'une aide en fonction, de l'aide en 2 fois en fonction de l'aboutissement du projet. Alors évidemment, nous n'avons pas appliqué pour l'aide aux traducteurs étrangers de tarif minimum, puisqu'il n'est pas question d'imposer à l'ensemble du monde des pratiques que nous constatons sur le territoire français. Par contre, nous avons quelques moyens quand même de s'assurer que les tarifs proposés par le traducteur étranger à son propre traducteur ne soient pas complètement en dehors de toute réalité. Donc nous avons les moyennes que nous constatons nous-mêmes par pays. Hein, on a constaté par exemple qu'il y a eu des baisses en Espagne suite aussi à la crise économique, mais que la moyenne est plutôt à tel niveau. On a des associations de traducteurs européens qui nous fournissent régulièrement eux aussi des moyennes constatées, et nous travaillons bien sûr avec les postes français, enfin les postes culturels français à l'étranger, qui nous renvoient aussi les pratiques des pays concernés. Donc, c'est quand même un élément.
Et il peut tout à fait nous arriver de refuser d'aider un projet dont la qualité est très bonne parce que le traducteur est sous-payé. Ou parce que le paiement de la traduction est soumis à l'obtention d'une aide du CNL, ce que nous n'acceptons pas. Alors, je sais que dans pas mal de pays, alors, on le constate énormément aux États-Unis, il est très difficile pour un traducteur d'obtenir la signature d'un contrat sur une œuvre s'il ne peut pas assurer à son éditeur ou si l'éditeur n'est pas assuré d'avoir une aide. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on va aider avant même d'avoir vu quelle était la qualité du travail. C'est un principe général, on ne le fait dans aucun de nos dispositifs. On part du principe qu'éditeur, personne ne force personne à être éditeur, c'est un métier. La prise de risque économique en fait partie. Et que quand on choisit de défendre, enfin d'acheter les droits d'un ouvrage et de le défendre, on assume, et que nous venons en complément. Donc ça, sur ces dispositifs, voilà, c'était pour vous dessiner un petit peu le fait qu'ils permettent aussi de développer une certaine professionnalisation des traducteurs que nous soutenons par cet intermédiaire. Donc, l'association des traducteurs littéraires, qui existe depuis plus de 40 ans, est un partenaire avec qui nous travaillons constamment. C'est une association que nous soutenons financièrement pour son fonctionnement, donc qui rassemble 1000 adhérents. Donc nous, on est vraiment dans la traduction littéraire. Cette association, dans les années 70, intégrait les traducteurs techniques. En fait, c'était deux associations. L'autre association s'appelait la CFT, Syndicat des traducteurs techniques français, je crois. Et dans les années 80, il y a eu une scission. Les intérêts, c'est intéressant par rapport à ce que disait Nicole, les intérêts semblant pour les uns et les autres diverger. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait un rapport à des éditeurs littéraires qui étaient plus où le traducteur était amené à proposer des textes, parfois à répondre à une commande, évidemment, mais à proposer des textes, à être peut-être dans un travail plus artistique et avec moins de conditions de travail réglementées. Donc ils ont souhaité se séparer pour défendre vraiment des intérêts liés à cette activité de traduction littéraire. Donc ils ont créé toutes sortes d'outils, de ressources partagées, répertoire des traducteurs, enquête de rémunération, contrats types auxquels peuvent se référer des traducteurs qui débuteraient. Et ils ont surtout fait un gros travail de concertation avec le syndicat national des éditeurs. Et ça, c'est absolument fondamental parce que, c'est ce que je disais hier, un traducteur tout seul, sauf si vraiment il a une réputation exceptionnelle, a beaucoup de mal à négocier avec un éditeur, mais un éditeur lui-même peut avoir du mal à négocier avec un traducteur, puisque le propre de la relation qui lie un éditeur et un traducteur, c'est une relation contractuelle où tout doit se négocier dans un cadre juridique qui existe, qui est le code de la propriété intellectuelle, mais le montant de la rémunération, les délais, les conditions de paiement, tout ça est de l'ordre de la négociation. Donc il était important de donner un cadre qui n'est pas un cadre légal, mais qui est un cadre de bonne pratique que nous avons appelé le Code des usages. Donc ce Code des usages a été élaboré conjointement avec l'aide de notre établissement entre l'Association des traducteurs littéraires et le Syndicat national des éditeurs pour définir un certain nombre de points. Comment un traducteur doit être rémunéré, c'est-à-dire un premier tiers à la signature du contrat, un deuxième tiers à la remise du manuscrit et le dernier tiers à l'acceptation du manuscrit. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Par exemple, un éditeur ne peut pas dire à son traducteur « je te paye le solde ou tout quand le livre sort ». Non. À partir du moment où la traduction est acceptée et qu'elle a été jugée acceptable, le traducteur doit être intégralement payé. Donc ça, c'est le point le plus fondamental, mais toute une série de préconisations
figure en appui à la négociation, comment il se passe quand la traduction est refusée, comment ça se passe quand il y a des corrections à faire, comment ça se passe quand les délais ne sont pas respectés. Et ce qui est important, c'est le fait d'avoir travaillé conjointement avec le syndicat national des éditeurs, c'est que personne n'est diabolisé. Hein. Le principe était de trouver un terrain d'entente qui soit favorable aux deux parties. Hein. C'est pas les gentils traducteurs contre les méchants éditeurs, ou les méchants éditeurs, hein, ou l'inverse. Non, ce sont deux partenaires qui sont amenés à travailler ensemble et qui ont besoin d'un cadre, parce que il y a des traducteurs qui font pas bien leur boulot et il y a des éditeurs qui font pas bien leur boulot. Donc, il s'agissait de trouver un moyen de respecter le travail des uns et des autres. Alors là, j'ai l'impression qu'on est dans le monde des petits poneys et que tout va bien. C'est pas tout à fait ça. Ça n'a pas été sans mal. Hein. Il y a eu une première négociation en 1993 où on a signé le premier code des usages. Et puis, l'évolution de la profession faisant, l'arrivée du numérique, l'augmentation du nombre de traducteurs, la baisse des tarifs dans certains cas pour des questions de crise économique de l'édition, des revendications nouvelles des traducteurs, d'être plus visibles, hein, d'être un peu plus existants, de ne pas être le dernier maillon de la chaîne. Tout ça a fait que... Et ce rapport donc, que le Centre national du livre a demandé à un journaliste pour faire un état de la traduction a fait surgir qu'il était urgent de remettre à plat certaines choses. Donc, 1993, 2012, hein, vous voyez, ça ne s'est pas fait tout de suite. En 2012, nous avons, après un long travail de concertation avec quelques éditeurs et quelques traducteurs, réussi à faire de nouvelles propositions pour revoir ce code des usages et à le faire surtout signer par le syndicat national des éditeurs et l'association des traducteurs. Le fait qu'il soit signé, encore une fois, ça ne rentre pas dans la loi, mais ça a une valeur symbolique extrêmement forte. C'est-à-dire que quelque part, les représentants des deux parties se sont mis d'accord pour qu'un certain nombre de choses soient respectées. Et je dois dire que globalement, ça marche assez bien. Alors ça marche d'autant mieux que nous, CEONEL, nous partons du principe que ce code des usages est notre Bible. Donc, tous les comportements, les contrats, les conditions faites aux traducteurs doivent correspondre à ce code des usages. Donc c'est vrai que ça calme des ardeurs contraires. Hein. Donc, ce code des usages version 2012 a rajouté des choses de l'ordre du détail ou plus ou moins, c'est-à-dire le comptage informatique qui maintenant est devenu un petit peu la pratique courante et qui dessert un peu les traducteurs par rapport au comptage au feuillet, parce que le comptage informatique, ça vous compte 1500 signes, même si ça fait moins d'une page. Hein. Donc ils étaient un petit peu perdants, donc on a réussi à instaurer que dans le cas d'un comptage informatique, l'éditeur rajoute systématiquement entre 15 et 30% de la rémunération prévue. Ce qui a été acté aussi, c'est d'obliger la mention du nom du traducteur en première ou en quatrième de couverture. Donc la première de couverture, vous voyez ce que c'est, hein, la première de couverture c'est ça, et la quatrième c'est ça. Donc, ça n'y est quasiment jamais en première, ça commence, mais par contre, du coup, ils sont obligés de le mettre là. Plus une fois à l'intérieur. Alors, ce sont des petites pierres hein, à l'édifice, mais ça fait son chemin. On a aussi fait des recommandations pour que dans les documents de communication, il y ait un ouvrage traduit, pour que il y ait la mention du nom du traducteur, que dans les prix littéraires, et ils sont nombreux, qui récompensent une œuvre traduite, on n'oublie pas le traducteur, que dans les médias, quand on invite un auteur étranger ou un éditeur, tout simplement, parce que l'auteur étranger n'est pas forcément là au moment de la sortie de son livre, on pense au traducteur qui, au-delà du traducteur de cette œuvre-là, est évidemment à quasiment 100% un intellectuel qui connaît très bien le domaine littéraire de cet auteur et bien au-delà. Donc il peut être un interlocuteur non seulement tout à fait intéressant, mais à qui on doit rendre
au moins le travail qu'il a effectué. Alors avec les médias, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué puisque la liberté de la presse fait que vous avez des médias qui jouent le jeu parce qu'ils sont sensibilisés à la question de la traduction et au travail des traducteurs. Et puis il y a des médias qui vous disent écoutez, on fait bien ce qu'on veut, on a exactement 45 minutes pour poser 3 questions, donc on n'aura pas le temps de parler du traducteur. Mais voilà, je ne désespère pas, je pense que ça fait son chemin. Alors, donc l'association des traducteurs a aussi, a aussi évidemment permis de développer une professionnalisation du traducteur. Alors, il n'y a pas de... la question du statut du traducteur, elle est compliquée. Elle est aussi compliquée que celle de l'auteur. Qu'est-ce qu'on entend par statut ? Le terme, d'ailleurs, à mon avis, est mal choisi. Un statut, c'est quoi ? On est fonctionnaire. Est-ce qu'un métier, ça veut dire qu'il y a une validation de compétences ? Donc, on est, pour les traducteurs littéraires, j'entends, dans une activité artistique qu'il est difficile de cadrer à ce point. On n'est pas dans du salariat en France, hein, donc on est un peu à la commande. On est payé pour ce que l'on fait, on n'est pas payé pour ce que l'on est. Hein, c'est toute la différence entre le salariat et les autres modes de rémunération. Néanmoins, depuis 1974, en France, il a été créé une caisse de sécurité sociale pour les auteurs. C'est-à-dire que les auteurs qui touchaient une rémunération supérieure à 7 000 € par an pouvaient cotiser pour leur retraite à une caisse spéciale auteur. C'était le début, le souhait était de professionnaliser une certaine catégorie de traducteurs. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas une catégorie de traducteurs littéraires. Il y en a plein. Il y a des traducteurs qui ne font que ça. Il y a des enseignants traducteurs. Il y a des traducteurs occasionnels. Donc, c'est très difficile. Il n'y a pas un groupe compact défini avec les mêmes attentes, avec les mêmes conditions de vie, avec le même rapport à l'activité. Donc, ce qui a été mis en avant, c'était le niveau de rémunération perçu par le travail de traduction qui donne une idée quand même de l'engagement dans cette activité et qui pouvait dessiner une catégorie qui d'abord, avait les moyens de cotiser, parce que c'était une cotisation volontaire en plus, et 2, qui semblait être quand même entièrement dédiée à cette activité. Donc cette caisse, alors fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait, bien sûr, parce que d'abord, elle a été assez mal connue, hein, puisqu'il n'y a pas de fichier universel de traducteurs. Hein. Il y a des traducteurs qui sont invisibles parce qu'ils ne sont pas répertoriés. Ou alors, il faudrait avoir un moyen de ficher toutes les publications qui sortent et avec le nom du traducteur, qui perçoit des droits d'auteur, quand, combien, comment. Donc ça, on y vient, mais dans les années 70, c'était loin d'être le cas. Donc, il y a quand même à peu près, je dirais, 2000 auteurs-traducteurs qui se sont inscrits dans ce dispositif et qui, aujourd'hui, bénéficient d'une retraite qui est évidemment proportionnelle à ce qu'ils ont gagné, hein, donc c'est pas non plus toujours une retraite florissante, mais qui quand même récupèrent une partie des cotisations qu'ils ont mis et qui crée pour le coup, une catégorie de traducteurs professionnels. Hein. Donc cet organisme s'appelle l'AGESA. Il est en ce moment, on l'interroge pour essayer de le faire évoluer et notamment pour essayer de communiquer plus largement auprès de l'ensemble des auteurs-traducteurs sur les conditions qu'il peut proposer, soit par le biais d'un fichier global, donc on y travaille avec différentes associations d'auteurs, soit par d'autres biais, comme d'autres institutions qui précomptent des cotisations et qui pourraient du coup servir d'intermédiaire. Hein. Donc, le statut du traducteur littéraire, je dirais à la fois, est une espèce d'ovni, hein, comme je vous expliquais, qui
qui pour certains bénéficient d'une couverture sociale, voire même d'une retraite. Pour d'autres, s'ajoutent à une autre activité, ce qui fait que les intérêts ne sont absolument pas les mêmes. Il y a des traducteurs littéraires qui, ayant une autre activité, n'ont pas du tout envie de cotiser en plus pour une retraite, puisqu'ils cotisent déjà à côté. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, peut-être sur le contrat, alors je ne sais pas comment le type de contrat fonctionne en Colombie. Est-ce que c'est un contrat qui est un contrat un peu équivalent pour toutes les traductions ou pas? Donc en France, je vous disais, il y a un contrat type, mais qui est encore une fois un contrat qui est préconisé, mais qui n'est pas obligatoire. Par contre, il y a quand même le Code de la propriété intellectuelle qui définit des clauses fixes. C'est-à-dire que quand on cède les droits de sa traduction, il y a quand même derrière des conditions. Il doit y avoir une rémunération proportionnelle, en plus de la rémunération au feuillet. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui signe un contrat de traduction va être payé, je ne sais pas, 21 ou 22 € la page. Et il doit y avoir en plus un pourcentage sur les ventes. Alors, ce pourcentage sur les ventes, il est minime, puisqu'il s'ajoute pour l'éditeur au contrat qu'il a signé avec l'auteur. Donc, le pourcentage sur les ventes, c'est 2%, ou 1 ou 3 dans des cas magnifiques. Et de toute façon, le pourcentage sur les ventes, il n'interviendra que quand l'avaloir, alors vous m'arrêtez quand je parle chinois, quand l'avaloir aura été absorbé. C'est-à-dire que la rémunération du traducteur à la page, c'est une avance. Donc tant que cette avance, donc faut en vendre, pour toucher une rémunération proportionnelle. Mais bon, sur le principe, c'est quand même une obligation, évidemment. Alors, on travaille beaucoup aussi au niveau européen, avec l'Association des traducteurs littéraires, on travaille à essayer de fédérer différentes associations européennes ou extra-européennes pour justement avancer sur si ce n'est des pratiques communes, au moins un cadre commun. On a participé dans le cadre de Francfort à plusieurs réunions sur cette question. Donc je veux croire que les choses vont avancer dans le bon sens pour que et la traduction ne soit plus considérée comme une activité annexe non reconnue, mais surtout que les traductions puissent se développer et ne soient pas empêchées, soit parce que les éditeurs, pour qui c'est un coût supplémentaire, de fait, beaucoup plus facile de publier un ouvrage en français, puisque je parle de la France, qu'un ouvrage traduit, parce qu'un ouvrage en français, vous avez des coûts de fabrication, un ouvrage traduit, vous avez des coûts de fabrication plus des coûts de traduction. Donc il y a pas mal d'éditeurs français dans certains domaines où les ventes sont des ventes lentes, notamment je pense aux sciences humaines, qui renoncent à traduire. Donc là, l'institution publique a un rôle, bien sûr, pour soutenir ces projets-là. Je dirais, la sensibilisation à l'importance de la traduction, au fait qu'elle est fondamentale si elle est faite de bonne manière, permettra peut-être aussi de faire réaliser à certains éditeurs que oui, ça a un coût, mais que ce coût-là, il est incompressible et qu'il est fondamental parce qu'il permet que autrui accède à des textes importants et y accède dans le respect de ces textes-là. Voilà. Bon, je crois que c'est... Voilà, je vais m'arrêter là. C'est tout. Merci. Agradecemos a Florabel ese esperanzador panorama para los traductores. Eso nos permite
aspirar a más. Que sea un estímulo y no un desaliento.